C'est un réseau ou c'est une norme qui fournit plusieurs services. Alors des services de voix numérique, on en a parlé, hein. Vous pouvez envoyer de la voix qui est compressée avec un vocodeur qui est ensuite modulé. Vous pouvez également, donc ça permet de faire des appels simplex. Donc évidemment, l'idée aussi c'est toujours d'utiliser des postes qui ne sont pas TEA2, donc qui n'ont pas cet algorithme de chiffrement intégré. Parce qu'il faut savoir que aussi bien les fichiers qui contiennent ce firmware que les radios en elles-mêmes ne peuvent pas être vendus, achetés ou détenus par des particuliers. Là, ma radio l'a vu, je me connecte dessus, et là vous voyez qu'il y a l'utilisation du spectre qui est beaucoup plus intense parce qu'il reçoit sur un timeslot, il renvoie un timeslot plus loin. Donc si je fais un appel de groupe, je peux l'envoyer, il sera dispatché par exemple à une autre radio qui écoute le groupe ici aussi. Donc il y a vraiment toute une partie gestion centralisée des appels, comme un réseau téléphonique. Oui. Voilà, donc bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Manoël, ON6RF, qui nous vient de Bruxelles. De Bruxelles? Oufti. Otigny, on va dire Otigny, voilà. Pas Bruxelles, dit. Dans le coin, pas loin. Il a l'accent, ça va. Il est fort en géographie. Manoël ON6RF qui travaille chez Médecins sans frontières dans le département des radiocommunications. Je suis sûr qu'il aura un grand plaisir de vous expliquer un peu plus en détail ce qu'il fait à la pause. Et aujourd'hui, il va venir nous parler du Tetra. Donc, en quelques mots, puisque c'est lui qui va vous présenter, le Tetra, c'est ce qui est utilisé dans le réseau des services d'urgence en Belgique. Réseau Astrid, vous avez peut-être déjà entendu parler. Voilà, donc sans autre formule de politesse, Manoël, la scène est à toi. Oufti. Merci Morgane. Bonjour à tous, je suis content d'être là. Ça fait un moment que je n'ai plus fait de présentation sur le Tetra. Et je pense que ça vaut la peine de refaire une petite rétrospective, savoir un peu où on en est venu là, pourquoi est-ce qu'on est maintenant en train de parler du Tetra dans le monde radioamateur. Et finalement, comment est-ce que la radio numérique est arrivée au stade où on en est aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un peut me définir comme ça, rapidement, en 2-3 mots, ce que veut dire radio numérique ? Avec un repeater, d'accord. On envoie des données informatiques, on envoie des bits. Oui, tout à fait. Une autre définition peut-être ? Une modulation par élément discret. Une modulation par élément discret. Alors, toutes ces définitions sont correctes, mais radio numérique, c'est un terme extrêmement vaste. Qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle de radio numérique ? Depuis les années 30, années 20, on fait de la radio numérique. RTTY, c'est quoi ? Les radios télétypes, on envoie des infos discrètes. Est-ce que, pour autant, c'est de la radio numérique? Qu'est-ce qu'on veut définir par là? Est-ce qu'on parle de voix numérique? Alors là, on n'y est pas du tout. Ou est-ce qu'on parle de radio numérique généralement, en termes beaucoup plus vastes? Donc je pense qu'il vaut mieux reprendre un petit pas en arrière, savoir un peu comment on en est arrivé là. C'est pour ça que j'ai un joli petit tableau avant de commencer avec un PowerPoint. Premier moyen d'envoi de communication radio, si on revient un siècle en arrière, c'est l'assez double. Rapidement, on prend un oscillateur, on le raccorde à une antenne avec un interrupteur, on envoie un signal, on n'envoie pas un signal, on a une info discrète qui nous permet d'envoyer des traits, des barres, des caractères et donc de faire les premières communications morses. Je ne vais pas vous refaire toute l'histoire. Maintenant, si on enlève, on met une émission continue et qu'ici, on rajoute un modulateur avec un ampli micro et son micro, on peut commencer à envoyer de la voix où on module donc notre porteuse au rythme de la voix. C'est donc l'apparition de l'AM, années 20-30, puis la FM un peu plus tard, années 40-50, puis toutes les implémentations commerciales que nous connaissons jusque maintenant. Alors, on a donc commencé à utiliser ça déjà il y a presque 100 ans. On envoie de la voix numérique, de la voix analogique depuis ces paquets d'années. Et en soi, les premiers utilisateurs ont été la partie marine, partie militaire, puis après c'est monté, les radioamateurs évidemment sont arrivés également au début du siècle dernier. Mais pourquoi donc la radio numérique est apparue et qu'est-ce que ça a comme rapport avec ça? Eh bien,
de ce que j'ai vu, et encore une fois, c'est très difficile de trouver des sources claires, historiques, par rapport à l'apparition de la radio numérique et de la voix numérique, parce que à chaque fois, c'est des infos qu'on va trouver sur des sites de fabricants, et l'histoire est écrite par les vainqueurs. Donc Motorola va vous dire non, c'est nous qui avons inventé la voix numérique. Vous allez avoir d'autres fabricants qui vont dire non, non, c'est nous avons miniaturisé les premiers talkies. Au final, c'est assez difficile de savoir, d'avoir réellement des sources claires. En tout cas, à mon niveau, je n'en ai pas trouvé beaucoup. Je vous avoue que je n'ai pas passé non plus des heures dans des bibliothèques pour en savoir plus. Le fait est que dans les années 80, qu'est-ce qui se passe? Dans les années 70, qu'est-ce qui se passe? Les radios se miniaturisent. Elles deviennent plus compactes, plus faciles à construire, moins chères, donc beaucoup plus populaires. On a de plus en plus d'utilisateurs, des utilisateurs privés, des utilisateurs commerciaux, des utilisateurs gouvernementaux. Et tout ce petit monde, ça commence à faire beaucoup sur le spectre radio. À côté de ça, on a aussi des commerciaux qui veulent potentiellement mettre en place des réseaux et vendre l'utilisation du réseau avec un abonnement. Donc on a les premiers réseaux cellulaires qui apparaissent. Le problème, c'est que la voix à l'époque, elle prenait 25 kHz de bande passante en FM. Et 25 kHz en bande passante, sur un morceau de spectre, on peut mettre qu'un certain nombre d'utilisateurs. Au-delà de ça, on doit aussi identifier les utilisateurs. Qui appelle? Comme ça, on peut les facturer. On doit aussi avoir une qualité de voix qui est constante, parce que tout le monde n'est pas opérateur ou opératrice radio et n'a pas nécessairement l'oreille qui est capable d'entendre un signal qui commence à se dégrader et qui commence à se retrouver dans le souffle. Tout ça fait que dans les années 70-80, on a un besoin de mettre plus de monde sur un spectre plus étroit, d'identifier les personnes qui appellent et d'améliorer la qualité audio. Et c'est là qu'on arrive dans les premiers traitements, les traitements numériques audio. Donc les premiers DSP commencent à apparaître dans des racks gigantesques, dans ces énormes boîtes. Et donc l'idée, c'est toujours la même. On a une modulation ici, mais au lieu d'avoir notre micro directement ici, on passe... attendez, comment je vais faire ça? On a toujours notre modulateur, pardon, mais au lieu d'envoyer directement notre voix à cheval sur la porteuse, soit en amplitude, soit en fréquence, on va envoyer directement en effet des signaux discrets, des 0 et des 1, donc des états binaires. Et pour faire ça, on peut le faire de plusieurs manières, en modulant la fréquence du FSK, Frequency Shift Keying, on envoie sur une fréquence, on est à 0, on envoie sur une autre fréquence, on est à 1, enfin mark space, mais bon, l'idée est la même, en modulant la phase, en modulant l'amplitude, ou en combinant tout ça. On arrive sur des modulations QAM, ou on arrive sur des modulations un peu plus complexes. Mais le principe est toujours là. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Là, on a déjà la capacité d'envoyer des 0 et des 1. Du binaire ou on parle de mark and space des symboles en tout cas. Et avec ça, on peut déjà envoyer du texte. Et ça existe depuis les années 30 aussi. Donc les télétypes, et puis tous les weatherfax et tout ce qui arrive après. On envoie des 0 et des 1 qu'on module et puis qu'on envoie vers une antenne. Mais si on veut envoyer de la voix, donc j'aurais dû décaler tout mon schéma, mais si on veut envoyer de la voix, entre notre micro, pardon, je fais le mauvais symbole pour micro, entre notre micro et notre conversion en 0 et en 1, il manque un bloc. Et ce bloc-là, comme je disais, il arrive que dans les années 70-80, en tout cas au début des traitements numériques de voix, c'est-à-dire qu'on doit échantillonner notre voix, donc la transformer en 0 et en 1, mais ça prend déjà des gros volumes d'informations, et puis compresser tout ça pour que ça rentre dans le canal et que ça supporte les débits de données qui sont assez étroits dans les canaux de communication radio. Et donc ça, c'est l'arrivée des DSP, l'arrivée des premiers vocodeurs, les voice encoders, l'encodage de la voix. Donc là, on est, en tout cas dans les applications commerciales, fin des années 80, début des années 90, où on a les premiers réseaux numériques qui commencent à apparaître, notamment le réseau GSM. Au niveau communication bidirectionnelle, on a je ne sais plus si c'est le P25 qui est le premier à apparaître. C'est un peu difficile de retracer l'histoire, mais en tout cas, c'est à ce moment-là qu'on commence à avoir des vocodeurs qui sont suffisamment miniatures et intégrés dans un chip ou dans plusieurs chips pour qu'on puisse les vendre de manière... Et là, ils arrivaient déjà à multiplexer plusieurs modulations différentes sur la même porteuse, sur le même... Ça arrivait un peu plus tard. Là, l'idée, c'est simplement dire, on a un micro, on met un vocodeur, on le transforme en 0 et en 1, et puis on l'envoie sur un modulateur. Et donc là, en effet, on est sur une norme GSM. Le D-Star est designé dans les années 90, donc 98 à peu près. Le DMR, je pense, année 2000. NXDN, DPMR, pareil, année 2000. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Il y a System Fusion et il y en a quelques autres. Donc,
C'est ainsi qu'on arrive au principe de voix numérique. Le MD7 suit exactement la même philosophie. On a un micro, on l'échantillonne, bon, avec toute une série d'amplificateurs, de filtres, etc., hein, évidemment. On le passe dans une moulinette avec un vocodeur qui va transformer la voix, qui prend encore beaucoup de place, quantisée, en voix compressée. Et puis, on l'envoie dans un modulateur, qui est souvent dans le bac de votre, enfin, dans votre bac FM que vous pouvez simplement utiliser. Puis, vous envoyez ça vers une antenne. Alors, maintenant, dernier petit rappel, petite base que je voulais reprendre avant d'attaquer la présentation sur le tétra. C'est une petite classification. Parce que je vais faire un tableau, je ne vais pas mettre de titre pour l'instant. Est-ce que quelqu'un peut me donner un mode de voix numérique? N'importe lequel. Non, un nom commercial, par exemple. D-Star. Ok, DMR. J'ai entendu M17. C4FM. Pardon? C'est pas de la voix numérique. P25. Attends que je dise pas de bêtises. P25, c'est ici. NXDN. GSM. Qu'est-ce que je vais présenter aujourd'hui? Merci. PSK, c'est une modulation. Ça peut être utilisé pour la communication de voix numérique, mais quand on parle de voix numérique, on parle généralement d'un standard ou d'un protocole complet qui intègre non seulement la modulation, mais le vocodeur et puis le format de paquet. Il y en a plein. Il y a plein de sortes de PSK. Vraiment beaucoup. C'est toutes des variantes. Les modulations de TV, digital TV, et le DAB par exemple. On va parler de modes de communication bidirectionnels, donc type vraiment two-way radio, vraiment ce que vous pouvez avoir sur des handsets. C'est vrai qu'on pourrait être GSM, on pourrait aller dans le DVB, T, DVB-S, on pourrait parler de la DAB. Mais on va s'arrêter pour l'instant ici à la communication pour device. Pourquoi est-ce que j'ai séparé ça en deux colonnes? Est-ce que quelqu'un peut me dire quel est le critère de sélection entre ces deux? Parce qu'il y a peut-être de la communication de loisirs d'un côté, des applications plus professionnelles. Bah, ça c'est radio-amateur, ça c'est radio-amateur, ça c'est radio-amateur, mais ça c'est professionnel, ça aussi, ça à la base aussi, ça à la base aussi, et ça c'est grand public. Donc non, c'est pas ça. Il n'y a que celle-là. Et des stars d'une certaine manière, sauf le vocodeur. Pardon? Non, mais j'ai entendu autre chose pour utilisation de fréquence. Multifréquence. Multiplexage. Merci. Ici, on est en TDMA et ici, on est en FDMA. Donc, je pense que vous savez à peu près tout ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'en TDMA, chaque utilisateur parle à son tour sur une même fréquence. Donc, Time Division Multiple Access. Donc, vous pouvez avoir plusieurs utilisateurs sur une même fréquence. FDMA, vous allez les répartir sur des fréquences différentes. Oui. Quand tu dis chacun parle à son tour, c'est pas arracher le PTT. Hein, Non. Personne avec le PTT en même temps. C'est ça. Vous pouvez avoir plusieurs personnes qui utilisent une fréquence, une ressource en même temps. Oui, c'est un partage du temps qui se fait automatiquement. C'est ça. Donc, il y a une gestion de ce qu'on appelle des time slots. Soit c'est la première radio qui initie la communication qui donne ce rythme, soit souvent c'est un relais ou une station de base qui va donner le timing. Ça va être le cas du tétra, ça va être le cas du GSM et du DMR. DMR, ça va donner 2 time slots, tétra 4, GSM 8. Petit truc sur le DMR, on dit souvent ces 2 time slots, on peut avoir 2 personnes qui parlent en même temps, ce n'est valable que si vous utilisez un relais. Si vous êtes en simplex, vous ne pouvez pas bénéficier de ce TDMA, enfin de ces 2 time slots, parce qu'il n'y a pas de relais pour donner la cadence des time slots. C'est lui qui va piloter ce rythme-là. Voilà, ça c'était juste pour remettre un peu en perspective. Et donc on se retrouve en fait dans une espèce de jungle de différents modes numériques qui sont à peu près tous utilisés dans le monde radio-amateur d'une manière ou d'une autre, où ils ont été tous testés, à l'exception du GSM, mais encore ça c'est en train de changer, vu que maintenant le stack Osmocom permet de faire sa propre implémentation GSM en 400 mégas. Donc sur la bande UHF, c'est absolument glorieux. Il n'y a aucun appareil commercial qui existe qui le supporte, donc il faut que vous ayez un GSM implémenté en SDR et une station de base implémentée en SDR et faire communiquer les deux. Les deux, c'est très chouette, c'est très drôle, ça ne sert strictement à rien.
Finalement, le but de Huobi, je pense que c'est l'expérimentation, explorer de nouvelles technologies et apprendre. Donc, je crois qu'on est en plein dedans, hein, parce que vous avez peut-être trouvé la même chose quand je vais parler du tétra là maintenant. Ok, ce qui nous amène... Ah non, hein, pas de... Oh, ouf. J'ai cru que j'y étais, là, que j'allais regalérer. Ce qui nous amène à notre présentation aujourd'hui. Donc, on va se concentrer ici sur le tétra. Ce qui m'arrive parfois, c'est que j'enchaîne tétra, puis après on peut parler du M17 et puis plein d'autres trucs, mais je pense que le M17, là, vous l'avez déjà, vous le connaissez déjà, vous en avez déjà entendu parler. Mais toujours intéressant d'amener la discussion de cette manière-là. Donc ici, revenons un peu, les surtout les premières présentations que j'ai faites sur le sujet datent de 2018. Donc on a commencé à explorer en Europe cette norme dans le monde radioamateur depuis cette époque-là. Il y a pas mal de choses qui ont évolué. On a accès à plus de matériel, il y a eu beaucoup d'évolutions dans le domaine open source et closed source, et on a de plus en plus de matériel qui est compatible sur nos fréquences. Le premier relais tétra, donc la première station de base tétra en Belgique a été mise en marche suite à l'obtention de la licence en janvier-février 2022. On en a un deuxième qui est quasi prêt à Waterloo normalement il devrait être opérationnel d'ici quelques mois. Et je cherche toujours des endroits ou des sites pour d'autres personnes qui seraient intéressées pour ajouter d'autres relais. Sachez, donc petite info aussi, même si ça semble encore une norme très confidentielle, le tétra, c'est aussi une communauté de passionnés qui n'arrête pas d'augmenter. Il y a de plus en plus d'utilisateurs, aussi bien en Belgique qu'en Europe, qu'ailleurs également. Nous avons maintenant également des réseaux qui s'installent aux États-Unis et en Inde. Alors, je parle de tétra, mais qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça désigne? Alors, excusez-moi, je vais vous mettre un mur de texte et ensuite on va passer à un truc un peu plus lisible. Tétra, c'est un acronyme. À la base, les premiers acronymes étaient utilisés pour désigner Trans-European Trunked Radio, donc en gros un réseau trunk trans-européen. L'idée, c'était d'avoir un réseau à la base pour les services de secours en trunk qui fonctionnait dans toute l'Europe, ou en tout cas une norme européenne. Quand la norme est sortie, finalement, on s'est dit, les designers de la norme et les vendeurs de matos derrière se sont dit, mais en fait, on peut vendre ça ailleurs qu'en Europe. Donc, ils ont changé le nom et l'acronyme, du coup, veut dire Terrestrial Trunked Radio. Terrestrial, bon, ça, terrestre. Trunk, tout le monde sait ce que ça veut dire, un réseau trunk? Partagé. Voilà, exactement, un réseau à ressources partagées. Ça veut dire que sur une radio traditionnelle, ou en mode conventionnel, une radio traditionnelle, vous avez un sélecteur avec un canal. On parle du monde pro, on ne parle pas du monde amateur. Vous avez un sélecteur avec un canal, chaque canal c'est une fréquence, ou une paire de fréquences si vous êtes un relais. Si vous voulez passer sur un autre canal, vous changez de fréquence. Un réseau trunk, c'est différent, parce que là, quand vous appuyez sur le PTT, vous allez demander au relais une ressource, une fréquence qui va vous dire « Ok, utilise cette fréquence-là ». Vous faites votre appel, une fois que vous avez fini, la fréquence retombe dans les ressources qui sont disponibles, une espèce de tiroir, et elle peut l'assigner à un autre utilisateur. C'est une gestion plus dynamique des fréquences. L'idée, c'est qu'ici, les ressources sont allouées aussi en fonction de l'utilisation. C'est juste ce que ça veut dire. C'est un réseau c'est une norme qui fournit plusieurs services. Alors des services de voix numérique, on en a parlé. Hein. Vous pouvez envoyer de la voix qui est compressée avec un vocodeur qui est ensuite modulé. Vous pouvez également, donc ça permet de faire des appels simplex, de groupe ou individuels, mais vous pouvez également faire des appels full duplex. Vous pouvez faire un appel téléphonique bidirectionnel en tétra. Vous pouvez faire de la messagerie texte, des messages statuts, de la data. Ça veut dire que vous pouvez tout à fait avoir une radio tétra qui se connecte à Internet via le protocole tétra. Donc il y a une encapsulation IP qui existe. Donc on a une connexion Internet par radio. Le chiffrement peut être activé, et c'est le cas par exemple de gros utilisateurs. On parlait d'Astrid, en effet, Astrid est le plus gros opérateur en Belgique de radio tétra. Il y a à peu près 380, je pense, stations de base, donc relais tétra en Belgique, qui sont tous interconnectés. On va revenir dessus. Il y a d'autres grands utilisateurs industriels qui ont des réseaux tétra, pour qui ça a du sens. L'aéroport de Liège, l'aéroport de Zaventem, de Charleroi, les sites industriels type Port d'Anvers. La STIB a un réseau également sur toute la capitale. Donc encore une fois, c'est des grands réseaux cellulaires qui peuvent être utilisés dans ces échelles-là. Puis également des sites plus petits qui peuvent avoir par exemple un ou deux relais, une ou deux stations de base BTS qui sont interconnectées.
Vous avez également des réseaux nationaux qui existent pour des radios en leasing, notamment pour des boîtes de sécurité privée. Donc l'opérateur s'appelle Entropia, surtout actif en Flandre et à Bruxelles. Et avant, il y avait un grand opérateur européen qui s'appelait Dolphin, mais qui s'est cassé la tête en 2002-2003, dont on récupère encore du matos aujourd'hui. Donc c'est pas plus mal. Voilà, c'est là qu'on récupère la plupart de nos stations de base pour l'instant. Alors ça, c'est pour le cadre. Qu'est-ce que ça représente niveau RF? Alors, je pourrais peut-être vous montrer après à quoi ça ressemble, parce qu'on va sûrement capter une BTS ici, même si j'aime pas trop montrer ça, mais bon. Donc c'est un réseau type cellulaire, c'est-à-dire que quand les radios peuvent passer d'un relais à un autre, et donc il y a toute une partie de handover, c'est-à-dire que la radio se déconnecte d'une station de base pour se reconnecter à la suivante, donc comme vous avez dans un réseau GSM 3G, 4G classique. Du roaming, c'est vraiment du roaming, donc il y a une capacité de roaming, et donc derrière, toutes les BTS sont raccordées entre elles via un serveur central qui dit « Ah, elle est là, mais je vois que le signal est en train de diminuer, mais elle voit l'autre cellule », et donc il y a vraiment une capacité de transfert, alors qu'on est même au milieu d'un appel d'une BTS à une autre. Et pour l'utilisateur, c'est complètement transparent, parce que tous les timeslots sont synchronisés. Alors, les bandes de fréquence, et c'est là que ça devient intéressant pour nous. Les réseaux gouvernementaux travaillent entre 380 et 390 mégas, les réseaux professionnels entre 400 et 430 mégas. 430 mégas, c'est juste avant notre bande radioamateur. Vous voyez où je veux en venir? Je pense pas. On ne va pas avoir ce débat maintenant, mais c'est intéressant. La modulation, c'est un truc bizarre et un peu dégueulasse qui s'appelle le Pi4 DQPSK, qui est une modulation PSK un peu modifiée, vraiment prévue pour occuper un canal de 25 kHz de manière la plus efficace possible, mais ça demande des amplis très linéaires, donc c'est un inconvénient. Ça prend 25 kHz, c'est du TDMA 4 timeslots, un bitrate de 36 kilobits par seconde, et le codeur voix s'appelle l'ACELP, qui est un type d'encodage de voix qui est utilisé. Il faut savoir que pour la majorité des radios numériques qu'on utilise dans le monde radio amateur, D-Star, DMR, C4FM ou NXDN, c'est un autre codec voix qui s'appelle l'AMBE, que vous avez peut-être déjà entendu parler. Alors, autre petit inconvénient aussi, c'est que la sensibilité minimum est de moins 109 dBm, donc pour avoir un décodage correct, il faut que le signal soit au-dessus de ce niveau-là. En sachant que pour d'autres modes 4FSK, généralement, c'est un peu plus bas. Voilà. Alors, maintenant qu'on a vu les bases, je peux peut-être vous montrer à quoi ressemble un signal Tetra. Alors, je suis désolé, mais c'est du SDR Sharp parce que le plugin de démodulation Tetra ne fonctionne pas ou n'est pas très stable sur SDR++. 380 et 390. La descente des stations de base est aux alentours des 390, mais les radios montent 10 mégas plus bas. C'est des relais, hein, il y a un duplex. Donc la fréquence de sortie, c'est du 390, 395. C'est ça. Bah, en fait, je pourrais vous la montrer comme exemple, même si, normalement... Hop. On va montrer un peu. Je ne sais pas si on va en recevoir une ici. On va le recevoir à l'aéroport de Liège ici, avec une petite antenne interne. J'ai plus de chances de recevoir du Astrid. Alors, j'aurais plus de chance avec Astrid que... Voilà. Une BTS Tetra, un signal Tetra, ça ressemble à ça. Ah ben oui, écran étendu, excusez-moi. KBS. Hop. Oui, voilà. Donc un signal Tetra, ça ressemble à ça, c'est-à-dire un signal très rectangulaire. Donc il prend 25 kHz de bande passante. Alors évidemment, c'est un réseau Astrid. Donc un, je ne vais même pas essayer de le décoder. Et deux, même si j'essayais, je ne pourrais pas parce qu'il est chiffré. Oui. Pour rappel, on n'est pas censé écouter les transmissions qui sont Voilà. destinées. On n'est pas censé en dévoiler l'existence. On n'est pas censé en dévoiler le contenu. C'est le contenu. Mais il n'y a pas de cornes souvent, les trains sont souvent deux pics. Non, c'est un réseau, c'est vraiment une porteuse continue sur un seul... Non, parfois tu en verras plusieurs parce que les BTS émettent l'une à la suite de l'autre. Mais tu évites de les mettre l'une à la suite de l'autre pour éviter des problèmes d'intermode.
Donc généralement, tu vas les espacer de quelques kilos et tu calcules pour être sûr que tes produits d'intermode... C'est loin de Et là, est-ce qu'on entend ça? Je n'ai pas le droit d'écouter, mais c'est une espèce de... C'est une espèce d'un bruit de moteur, un moteur de camion qui tourne au ralenti. C'est lui 4 passages, j'imagine que c'est le TDMA qui fait que c'est genre la charge comme ça. Alors oui, mais ici, la BTS va toujours émettre en continu. Elle va émettre ses 4 timeslots l'un à la suite de l'autre, même s'ils sont vides. Ça va pas donner un cadencement. Non, non, non. Par contre, on l'entendra pas. Par contre, pour les radios, si je les mets en mode direct, on va le voir. On va voir les 4 timeslots. Et on va retourner sur les bandes amateurs parce que on n'est pas censé être là. Voilà. Donc, là, je vous ai montré une station de base. Une station de base, c'est comme un relais, c'est-à-dire fréquence d'entrée, fréquence de sortie, avec un duplexeur entre les deux. Séparation entre les deux standard, 10 MHz. Maintenant, s'il n'y avait que ça, honnêtement, qu'est-ce qui ferait la distinction entre ce mode-là et le mode GSM? Pourquoi est-ce que les commerciaux n'utiliseraient pas simplement du mode GSM? Aucun intérêt. Ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'on peut passer en mode direct. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'accès à une infrastructure, si les radios ne savent pas s'y connecter, elles peuvent basculer sur un mode direct de radio à radio. 1, 2, 3. Donc ici, nous avons plusieurs radios tétra qui sont toutes sur la même fréquence, en simplex, et on peut continuer à communiquer. Et donc c'est la différence entre le mode réseau, trunk mode operation, et le mode direct mode operation. Donc ça vous permet des liaisons de poste à poste, et vous pouvez quand même mettre un petit relais qui permet d'augmenter la couverture en mode direct. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est que ce relais ne fonctionne toujours que sur une et une seule fréquence. C'est du TDMA. On peut recevoir sur un timeslot, renvoyer un timeslot plus loin. Et donc finalement, on n'a pas besoin de duplexeur, besoin de rien du tout. Ça peut être un relais, ça peut être juste cette radio. Il y a comme une latence. Alors oui, il y a une latence entre 30 et 300 millisecondes. Un tout petit peu. On l'entend, mais c'est à peine perceptible. Donc, on va vous montrer à quoi ça ressemble. Je vais peut-être diminuer un peu le gain, ou en tout cas enlever l'antenne, parce que sinon mon SDR ne va pas être content. Est-ce que je peux quitter la présentation? Tac. Et nous voici à nouveau sur SDR Sharp. Fort bien. Donc, encore un peu trop de gain. Notre SDR, il n'est pas très content. Voilà, là c'est mieux. Donc là, vous voyez par contre les radios qui émettent sur les qui émettent un timeslot à chaque fois. Tac, 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 tac. Donc on voit dans la porteuse, il y a les informations sur quel groupe j'appelle, mon identifiant, c'est mon DMR ID ici, la fréquence et les identifiants du réseau. Alors, maintenant, tu peux activer un relais. Normalement, lui, il va envoyer une patate pour dire « Coucou, je suis un relais, je suis présent ». Là, ma radio l'a vu, je me connecte dessus. Et là, vous voyez qu'il y a l'utilisation du spectre qui est beaucoup plus intense parce qu'il reçoit sur un timeslot, il renvoie un timeslot plus loin. Et donc, on a des relais monofréquences. Donc, à quoi ça ressemble si je vous fais un joli petit schéma? Donc ça, c'est le mode réseau. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a une fréquence de descente, donc la fréquence de sortie du fréquence de montée, la fréquence d'entrée du relais, qui se connecte à une BTS. Si on passe sur l'autre BTS, elle va commencer à communiquer avec l'autre, et via la gestion, ils peuvent se transférer les appels et se transférer la connexion. Donc, si je fais un appel de groupe, je peux l'envoyer, il sera dispatché par exemple à une autre radio qui écoute le groupe ici aussi. Donc, il y a vraiment toute une partie gestion centralisée des appels, comme un réseau téléphonique. Oui? Est-ce que tu peux expliquer ce que ça veut dire BTS? BTS, Base Transceiver Station. Okay, ça... Voilà. C'est un acronyme qui est souvent utilisé dans la télécom pour parler des stations de base GSM, mais qui sont en fait des relais dans le sens radio-amateur du terme, où on dit on a une fréquence d'entrée, une fréquence de sortie. Donc une BTS, en tétra, ça désigne les émetteurs-récepteurs qui gèrent les appels des terminaux. Donc ça, c'est en mode réseau. Alors si vous êtes en mode direct, les radios se connectent l'une à l'autre en direct. Il y en a une qui peut agir comme relais pour envoyer les appels, mais on va parler d'un relais DMO pour ne pas faire le mélange avec une BTS en termes de dénomination. Et puis vous avez, pour compliquer la chose, des radios qui sont capables d'agir comme gateway, c'est-à-dire qu'elles peuvent renvoyer les appels. Si par exemple il y a une radio qui a accès au réseau, qui le voit, mais qu'on a une radio là-bas au fond d'une cave en intervention
qui n'a pas accès au réseau, ben, ils peuvent renvoyer vers la radio qui voit le réseau et puis qui renvoie vers le réseau. Donc on a des modes gateway également. Donc c'est assez complet et ça vous permet vraiment de faire des réseaux très facilement, très rapidement. Si vous voulez étendre la couverture d'un relais, vous pouvez utiliser une gateway par exemple. Donc ce genre de radio est tout à fait capable de le faire. Alors, je vais vous montrer deux exemples pratiques. On va revenir sur le réseau Astrid parce que c'est le plus connu. Donc vous avez plusieurs centaines de stations de base. C'est EADS Airbus qui s'occupe de ces relais-là. Et elles sont centralisées... Pardon ? Oui, c'est ça, Airbus. Et donc sont centralisées par plusieurs nœuds provinciaux puis interconnectées entre elles. Et donc ça permet de passer un appel. Par exemple, quelqu'un qui est à Arlon peut renvoyer un appel à Anvers via toute une série d'interconnexions, soit par câble, soit par fibre, soit RF. Et donc on a une couche de chiffrement supplémentaire qui est rajoutée, qui s'appelle le TEA2, donc qui est intégré dans les radios avec un firmware spécifique et une interface très particulière. Donc ici évidemment, nous n'avons pas ça activé, nous sommes dans le monde radio-amateur. Donc ça c'est un grand réseau, donc vous avez toujours un commutateur central, plusieurs BTS. Mais vous pouvez tout à fait avoir des réseaux beaucoup plus simples et beaucoup plus compacts, notamment c'est le cas de l'aéroport de Liège, où je pense qu'il y a 2 sites. Donc, c'est-à-dire une BTS qui est raccordée à son système de gestion, avec le serveur qui contient les abonnés, entre guillemets, et les groupes, et puis une interconnexion en IP entre les deux, avec une deuxième BTS, et donc les radios passent de l'une à l'autre. Alors, là, je vous ai parlé d'applications commerciales. Qu'en est-il de l'utilisation radio-amateur ? Donc, on l'a dit tout à l'heure, la bande pro, en tout cas en Europe, s'arrête à 430 mégas. La bande radio-amateur commence à 430 mégas. Donc autant vous dire que les premiers essais, c'était prendre les radios, aller dans les softs... Je ne sais pas, je suppose. Je ne connais pas les fréquences des relais de Liège, mais l'idée c'est de dire que dans le cadre des radios Tetra qui sont utilisées, en tout cas plutôt celle-là, leur bande de fréquence s'arrêtait à 430 mégas. Il y a un éditeur de registre dans le soft qui vient avec ça, qui peut dire maintenant ta limite de bande c'est 440 mégas. Et la radio dit OK. Bon, alors, soyons honnêtes, ça ne marche pas aussi bien sur toutes les radios, elle commence à perdre en sensibilité, et au bout d'un moment, la PLL, elle 18. Donc au bout d'un moment, évidemment, on atteint des limites. Certaines radios vont mieux se comporter que d'autres. On va en parler un petit peu après. Mais donc, les premiers tests, c'était quoi ? On met les radios en DMO, on les met sur des bancs de radio amateurs et hop, on fait des contacts. Et c'est comme ça que ça s'est passé depuis 2007-2008. Donc, évidemment, l'idée aussi, c'est toujours d'utiliser des postes qui ne sont pas TEA2, donc qui n'ont pas cet algorithme de chiffrement intégré, parce qu'il faut savoir que aussi bien les fichiers qui contiennent ce firmware que les radios en elles-mêmes ne peuvent pas être vendus, achetés ou détenus par des particuliers. Elles ont des restrictions à la vente et à l'exportation, un peu comme certains matériaux militaires ou certains, comme de l'armement en fait. Donc il y a vraiment une restriction très particulière sur la vente, l'utilisation, la détention de ces radios-là. Ici en Belgique, il n'y a que les utilisateurs du réseau Astrid qui, en montrant patte blanche, peuvent acheter des radios TEA2. Donc si vous voyez sur un site comme eBay, deuxième-main.be, Le Bon Coin, des radios qui sont TEA2, ce sont des radios volées. N'achetez surtout pas ces trucs-là. Non, une fois qu'elle est foutue en dehors du réseau, elle est plus localisable. Mais de toute façon, n'allez pas penser une seule minute que des radios comme ça, même si elles venaient du réseau Astrid, vous pourriez les remettre sur le réseau ou écouter ce qui se passe. Hein. Oubliez ça. Pourquoi ? Il y a 3 conditions. 1, il faut avoir les clés. 2, il faut avoir le firmware. 3, il faut que la radio soit authentifiée sur le réseau. Donc, c'est-à-dire qu'elle s'authentifie à chaque fois avec son numéro de série et le TEI, qui est donc l'équivalent du IMSI en téléphonie. Elle doit avoir les clés du réseau qui sont mises dedans, qui sont normalement effacées lorsque la radio... Et de toute façon, la radio doit être détruite, donc elle n'est pas censée être dans vos mains. Et puis, il vous faut le firmware qui est aussi restreint à l'exportation. Il y a d'autres algos de chiffrement qui sont orientés pour des applications commerciales qui sont moins poussées, TEA1 et TEA3, mais qui ont volontairement des backdoors qui sont implémentés donc pour pouvoir décoder très rapidement les flux. Donc il y a eu des recherches récemment par l'équipe Midnight Blue, je pense une équipe de chercheurs en sécurité hollandaise, qui a réussi à extraire les algos de chiffrement et qui a montré que le TEA2 est extrêmement robuste. Par contre, TEA1 et TEA3 ont des grosses défaillances. Mais encore ici, on ne parle que
du monde radio-amateur, donc déjà vous n'avez pas le droit de chiffrer, sauf quelques exceptions, mais ici on n'est clairement pas dedans. Donc jusqu'à peu, comme je disais, le tétra en amateur c'est du DMO, parce que les stations de base, il faut savoir que c'est du matériel qui neuf coûte entre 20 et 60 000 euros. Donc avant d'en trouver une, bon courage. En tout cas c'est ce qu'on pensait en 2018. Les relais sont très simples, vous n'avez pas besoin de cavité. Vous pouvez activer une radio pour la mettre en mode relais. Vous mettez une radio quelque part dans un petit flight case avec une bonne antenne, ça fonctionne du feu de Dieu. Et on a déjà eu des très très bons QSO en atteignant presque la limite théorique de 58 km. Donc ça fonctionne très très bien. La qualité de voix, comme je disais, moi je la trouve plus intéressante que du DMR, mais moi c'est juste ma perception personnelle. Et puis ça dépendra aussi d'une radio à une autre. Si la partie audio a bien été designée, que les speakers sont bien faits avec un bon caisson pour bien amplifier l'ensemble du spectre de la voix humaine, ça se discute. Mais moi, en tout cas, d'un avis personnel, je préfère la qualité audio en tétra. Les radios doivent être modifiées pour augmenter la limite de bande. En tout cas, à l'époque, c'est ce qu'il y avait parce qu'il n'y avait pas de radio qui couvrait nativement les bandes radio amateurs. Donc, généralement, on restait tout en bas de la bande. Vous avez vu, 430, 0, 125. Pourquoi? Parce que je suis sûr d'être à peine au-dessus de la limite, donc je ne vais pas commencer à avoir des problèmes avec les filtres passe-bas qui bloquent, avec les PLL qui commencent à dérailler. Mais ça nous limite pas mal aussi si on veut faire des stations de base, parce que là, il nous faut un duplex, et là, on est obligé de monter beaucoup plus haut. Alors, pour identifier les terminaux, on a commencé à utiliser le DMR ID, qui était la manière la plus simple d'identifier directement les radios, comme on fait en DMR, du coup. On a pris un radio ID, sur radioid.net, on met notre indicatif, on reçoit un numéro et on le met dans nos radios et comme ça on s'identifie. On l'a utilisé pas mal à l'unité télécom de la Croix-Rouge de Belgique. Ça permettait d'avoir des communications un peu plus confidentielles que de l'analogue FM quand on envoyait des fiches de soins de patients qui rentraient dans nos postes de soins. Et c'est là aussi qu'on a eu pas mal d'interconnexions, de relais tétra DMO, mais on le faisait en voix, c'est-à-dire juste en audio. Donc qu'est-ce qu'on faisait? On prenait ces radios-ci, qui ont un connecteur à l'arrière, comme les anciennes Motorola GM340 et autres, et là derrière, on a audio in, audio out, PTT. Et donc on mettait du SVX Link, All-Star ou autre, et ça nous a permis de faire des réseaux de tétra interconnectés. Mais bon, on triche un peu parce qu'on n'échange pas les paquets de voix directement, on échange de l'audio. Donc si l'interfaçage audio est pourri, l'audio est pourri. Donc on a eu beaucoup de réseaux qui sont mis en marche et qui sont encore actifs aujourd'hui. On va en parler un petit peu après. Mais toujours pas de TMO, non dit jus, parce que trouver une BTS, une station de base tétra, c'est vachement compliqué, ça coûte une fortune, ou alors quand ça tombe sur les sites de seconde main, les gens pensent qu'ils ont encore des trésors alors que c'est la ferraille. Donc on joue un peu entre ces équilibres. Mais à force de fouiller des sites de seconde main, d'aller demander à gauche à droite, de se faire copain-copain avec des gens qui ont fait des maintenances dans ces trucs-là, j'en ai trouvé. Et on en a trouvé en fait avec plusieurs potes, des stations de base de marque Motorola. Alors là, on est sur un machin qui a un rack, là je l'avais mis sur un rack vertical, donc c'est 5 unités, ça pèse 45 kg. Et là, je l'avais mis dans un truc roulant haut comme ça. Et donc je le déplaçais, je vous dis, c'était galère. Ça rentre dans la Clio, mais tout juste. Alors il a fallu modifier ces BTS, parce qu'encore une fois, elle s'arrête à 430 mégas. Mais heureusement, là, c'est plus gros comme circuit, donc on peut aller directement chipoter sur la PLL, mettre une ou deux capas en plus, les stacker au-dessus des autres capas en SMD et déplacer la fréquence de la PLL et faire en sorte qu'elle se verrouille à 438 mégas. Ici, c'est une autre station de base de marque Rode & Schwartz que j'ai réussi à trouver, C'était quoi? Métropole marseillaise, je pense. Ils ont renouvelé leur réseau Tétra et le gars a mis en vente les BTS sans trop savoir ce que c'était sur eBay à 500 €. J'ai dit 300. Il a mis ça à 500 €. J'ai dit 350. Il a fait OK. Et je me suis retrouvé avec une BTS qui vaut une fortune. C'est arrivé par Mondial Relais dans une boîte. Enfin, c'était une horreur. Mais bon, le truc a fonctionné. Là, pareil, aucune modification. Tu lui dis tu fonctionnes en 438 mégas. Elle fait OK. Elle démarre et c'est terminé. Et donc là, on arrive sur des trucs beaucoup plus intéressants, parce qu'on peut faire du TMO. Et le TMO, comme je vous ai dit, c'est les appels, parce que le DMO, il est assez limité. On peut faire des appels simplex, des appels individuels, un peu de messagerie texte, mais ça s'arrête là. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir faire des appels full duplex, de pouvoir aller sur Internet avec sa radio, de pouvoir faire toutes les fonctionnalités que le Tétra propose. Et avec le TMO, on peut le faire. Et donc c'est là qu'on a commencé à faire beaucoup d'expérimentations. Donc
au niveau des firmware qu'il a fallu modifier, des premières interconnexions, et maintenant des réseaux Tetra Pak qui commencent vraiment à se développer. Et avant que je parle de 0MSF que je vais couvrir tout après, on va parler justement des interconnexions. Donc pendant un moment, on le faisait via SVX Link. Donc on avait un magnifique dashboard qui montrait une carte avec tous nos relais DMO interconnectés via audio. Mais c'est un projet d'ailleurs qui a très bien été fait, qui a très bien été suivi, mais le problème c'était toujours au niveau de l'interfaçage audio. Souvent, ils ne mettaient pas les bons transfos de découplage, ou alors le truc n'était pas bien blindé, donc quand la Tetra passait en émission, ça retournait dans la voie audio, c'était absolument abominable, l'audio était horrible. On avait un master belge, je l'ai arrêté parce que finalement, il y a très très peu d'utilisateurs sur ce réseau. Par contre, Tetra Pak est un projet qui est beaucoup plus ambitieux, qui vise à récupérer l'interconnexion des BTS. Vous vous souvenez des premiers schémas que je vous ai montrés, où on a un serveur central. L'idée, c'est que Tetra Pak agisse comme un serveur central pour toutes les BTS radioamateurs qui veulent s'y connecter. Donc c'est compatible avec plusieurs modèles de BTS qu'on arrive à récupérer, des Motorola iBTS, les CTS 100 et 2-3 autres modèles. Et donc ça permet de regrouper tous les appels radioamateurs sur un serveur, et le truc est nativement interconnecté avec Brandmeister. Donc vous pouvez tout à fait passer un appel sur le groupe 206.2 en DMR, il va ressortir automatiquement en Tetra sur le tall group 206.2 et vice versa. Les appels full duplex et connexion internet. Voilà, je peux aller sur Google, sur ma radio Tetra. Ça sert encore une fois pas à grand chose, ça prend des plombs à charger, mais c'est rigolo. Donc voilà, là on a des BTS qui sont installés en Espagne, on en a 2, au Portugal on en a 1. Si on remonte en Italie, c'est en cours de préparation, Suisse, elle n'est pas encore mais elle va arriver, en Autriche on en a 2, en Allemagne on en a 5 ou 6, en Belgique nous en avons 3, dont une expérimentale, en Hollande il y en a 3, en Pologne il y en a 2, République tchèque il y en a 1, il y en avait 1, et au Royaume-Uni il y en a 2, aux États-Unis il y en a 1, en Inde il y en a 1 également. Donc le réseau commence vraiment à se déployer. En France, non. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Ils se sont perdus un peu avec le P25 pendant quelques années. Il y a eu quelques embrouilles avec 2-3 radioamateurs qui ont essayé de maintenir le réseau. Il y a eu des trucs un peu bizarres. Et puis, historiquement, en France, aussi l'adoption du réseau Tetra au niveau gouvernemental n'a jamais pris. Ils sont en Tétrapol, qui est un réseau qui est une norme totalement incompatible. Parce que là, c'est en Tetra. Ils sont en Tetra. Tetra, Tétrapol, Tetra, Tetra, Tetra. La France a dit non, nous on fait tout en Tétrapol. Ce sont deux normes complètement différentes. Au niveau de la structure, au niveau de l'application, des appareils, il y a aucune. Ils ont gardé pour le nom pour ajouter un peu de confusion, mais sinon ce sont deux normes complètement séparées. C'est du FDMA. Donc maintenant. Donc parler un peu du relais qu'on a mis à Bruxelles, donc chez MSF, ON0MSF. Alors déjà le truc était assez beau, je trouve. Quand je l'ai reçu, j'ai dit mais c'est vraiment un bel appareil. Donc c'est une Motorola CTS 100, c'est un des relais compacts qui était utilisé justement pour des sites comme des aéroports ou des raffineries, donc des sites où il y a 1 ou 2 émetteurs. Donc tout est dedans. Il y a la partie radio et la partie gestion. Donc on a l'émetteur qui est là, on a la partie gestion qui est là, et on a une alim qui est là. C'est tout. Et avec ça, on peut faire des appels, simplex, duplex, les interconnecter comme on veut, mais ça peut rester très indépendant. Et à l'époque où on n'avait pas encore Tetra Pak, c'était vraiment génial, quoi. Donc j'ai été chercher ça à Dijon, taper ça encore une fois dans le coffre de la petite voiture rouge. Je suis rentré chez moi, j'ai juste modifié la PLL pour, encore une fois, remonter dans les bandes amateurs. Et voilà, donc demander la licence en novembre, elle a été approuvée en janvier. Et c'est en route maintenant depuis le 1er février 2022. Donc on a quelques connexions journalières, 2-3 petits QSO de temps en temps. Évidemment, il n'y a pas beaucoup d'utilisateurs, mais le relais a plus tend plus à être expérimental, mais encore une fois, n'est-ce pas aussi le but du hobby. Donc au niveau couverture, on couvre une grosse partie de Bruxelles, à l'exception malheureusement du centre, lié au placement de l'antenne et du site. En dehors de Bruxelles, ça marche encore. Quand je vivais vraiment au sud ici, du côté de Rixensart, j'arrivais avec mon handset à rentrer dedans, à plus de 20 km. Et donc voilà, si ça vous intéresse, je pourrais vous envoyer les informations plus détaillées sur comment rajouter ON0MSF dedans.
L'idée, c'est que maintenant, on a un relais en préparation à côté de Waterloo, à la maison de la radio, au N0 LMR, qu'on est toujours en train de finaliser les demandes. Je crois que la licence est attribuée, mais je dois encore préparer l'émetteur en lui-même. Donc ça, c'est pour... Et ils sont tous interconnectés via Tetra Pak. L'idée, évidemment, est d'étendre et de trouver d'autres sites ou d'autres personnes qui seraient intéressées d'expérimenter là-dedans. Est-ce que c'est interconnectable avec d'autres réseaux, si c'est etc. Ou Ecolink, par exemple? Malheureusement, Ecolink, non, mais par contre, via DroidStar, il n'y a aucun problème. DroidStar permet de se connecter au réseau Brandmeister. Alors, il faut la version qui intègre le codec AMBE parce que normalement, il faudrait avoir le dongle pour convertir la voix. Mais c'est tout à fait faisable. Et généralement, quand je teste, je le fais via mon téléphone. Quand je n'ai pas de radio DMR à côté de moi ou un relais DMR, je rentre en DMR, je ressors en Tetra, parce que les deux sont interconnectés. Encore une fois, uniquement via Brandmeister. Tetra Pak est un développement qui a été fait en parallèle de Brandmeister, c'est pour ça que les deux sont interconnectés. Maintenant, je vous ai dit, chaque technologie a son application, a sa clientèle, entre guillemets. Mais je me suis permis quand même de faire un petit tableau comparatif pour réfléchir à l'ensemble des technologies Bref, pour discuter de l'ensemble des technologies et voir un peu leur application. D-Star, à la base, est vraiment le premier standard purement radio-amateur. Le codec voix, malheureusement, à l'époque, il n'avait pas le choix. Il n'y avait que l'AMBE, qui est un codec commercial qui existe. Ça prend 6.25, je crois que j'ai fait ou c'est 12,5. J'ai peut-être fait une erreur ici. Modulation GMSK, deux fabricants principalement, Ecom et Kenwood. Prix d'entrée, malheureusement, et ça a été un des obstacles, je trouve, à mon opinion, c'est le prix des appareils D-Star est relativement élevé. Alors ça veut dire que vous achetez des appareils de qualité, évidemment, mais bon, vous prenez un ID51 ou un ID52, ça coûte 450, 500 €, quoi. Je m'égare, mais le fait est que c'est des radios qui sont très bien faites, mais elles sont très chères. Et donc faire des radios très chères pour motiver une communauté à migrer ou en tout cas à s'intéresser au numérique, c'est pas le top, quoi. C'est pour ça que ici, je pense, vous avez à Liège, je pense, un relais D-Star, si je ne me trompe pas. Ou N0 ULG. Mais. Qui fait du D-Star? N0 ULG est en VHF ou UHF et N0 LG est en UHF. Vous avez beaucoup d'utilisateurs dessus? Pas d'autres questions? Voilà. Excusez-moi, j'ai mis la main enfin j'ai mis le doigt sur quelque chose de sensible. C'était vraiment pas l'intention. C'est juste pour dire, que la norme est très intéressante, très bien foutue, franchement simple à prendre en main. Vous mettez votre call sign, c'est tout, vous êtes en route. Mais le prix pour un portable D-Star ou un mobile D-Star est quand même assez élevé. Donc, ça pique. Pour le système fusion, on est à peu près sur le même constat, je pense, mais encore une fois, j'ai l'impression que le système fusion a eu plus d'adoption en Belgique. Vous allez me dire si... Voilà, je vois beaucoup de têtes qui font ça. Oui, c'est ça, ça avait été discuté. Je crois que quand j'avais fait la présentation du DRAX que j'avais réparé, parce que Yezu faisait des offres promotionnelles pour pratiquement offrir des relais à condition qu'ils soient maintenus dans le réseau Wireless pendant X temps. Ouais. Ouais, apparemment, ça a l'air d'être assez intuitif aussi, ça a été prévu pour, mais c'est à la base une norme commerciale qui a été modifiée pour aller sur le monde amateur. Donc à la base, je crois que c'était Vertex d'ailleurs qui faisait ça, mais je préfère vérifier pour ne pas vous dire de bêtises. AMBE, 12.5 ou 6.25, 4 FSK en FDMA, un fabricant, Yezu. Ensuite, on arrive en DMR. Alors le DMR, c'est aussi une norme à la base complètement commerciale, avec Mototurbo et Itera qui a cloné Mototurbo et ils sont en fight depuis quelques années. Longue histoire. Et plein de fabricants chinois qui se ruent dans la brèche et qui fabriquent des radios pas chères. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Le DMR a beaucoup d'utilisateurs. Pas moins que ce que je pensais en Belgique, mais au niveau mondial, je pense que c'est une des normes numériques qui est la plus utilisée. 4 FSK, AMBE, TDMA, beaucoup de fabricants. Les prix, je vous dis, si vous pouvez trouver maintenant des radios DMR correctes, voilà. La GD77, elle est fabuleuse cette radio. Et elle est CE en plus.
Donc, beaucoup de personnes, moi y compris, ont commencé à expérimenter. Non, c'est pas vrai. J'ai expérimenté en D-Star, mais avec une radio que j'avais empruntée. Donc, ce qui compte, c'est que j'ai acheté la première radio numérique que j'ai achetée, c'est une DMR. C'est simple, on peut mettre des hotspots également, même sur celle-là, on peut aussi. Mais la programmation peut parfois être un peu plus complexe, parce que là, on arrive sur un aspect très commercial qui n'est pas vraiment adapté amateur. Les talk group, la RX group list, ça, c'est vraiment des trucs qui sont prévus pour des radios commerciales, à lesquelles on va donner des canaux avec des privilèges d'accès pour les utilisateurs. C'est pas vraiment dans la... Excuse-moi, le problème avec tous ces modes numériques différents et des nouveaux qui arrivent Ouais. chaque fois, ici, qui nous parlent du Ouais. Tétra, Bon, qui est là depuis 25 ans, mais... un petit peu tuer le poussin dans le cul de la poule. Parce qu'en C'est- fait, le problème, c'est que tu as des différents modes dont tu parles, et quand tu achètes et que tu investis pour un radioamateur moyen, tu investis dans une technologie, tu sais déjà qu'il y a des geeks dans ton genre qui sont déjà trois guerres en avance et qui vont déjà nous parler d'un super système dont certains ici vont se ruer dessus, et quand ils auront le matériel, ils sont déjà en retard parce qu'il y a déjà un nouveau. Ouais. C'est pas un peu ce qui tue. Alors, oui, si l'idée c'était qu'on aille tous vers un standard et qu'on se mette tous à parler sur le même truc, mais est-ce que c'est vraiment le but du radioamateurisme? Ben, le problème, c'est qu'il n'y a plus personne qui se parle aujourd'hui dans le radioamateurisme. Moi, je ne suis pas contre, hein, mais je veux dire, avant, tu avais le bon vieux relais analogique VHF où tu avais Pierre, Paul, Jacques, on se retrouve, on faisait notre petit bras de Cosette. Maintenant, le but du radioamateurisme, tu as raison, c'est de développer. C'est dans l'arrêté royal qui régit nos communications, c'est les premières lignes. Hein. C'est qu'on ne retrouve plus, je vais dire, un canal de discussion quelque part où on peut se retrouver. Tu en as un qui est en D-Star, l'autre en DMR, l'autre en 17, et tu as fait une belle réflexion tout à l'heure quand il a dit qu'on ne peut pas poser d'autres questions. Le problème, c'est que si je vais parler à Paul, je ne sais pas où il est. Il est où, lui? C'est pour ça qu'on a toujours des relais analogiques. Oui. Et c'est pour ça que les relais analogues, je pense en Belgique, ont le plus d'utilisation par rapport à tous les relais numériques. Encore une fois, je pense... Moi, je ne vous dis pas on va tous passer en tétra. Hein. C'est clairement pas mon intérêt. Ici, l'idée, c'est de vous présenter une technologie. Ah oui, mais il y a plein d'autres trucs. Hein. Si vous voulez, on peut jouer avec du P25, on peut commencer à mettre du NXDN, on peut jouer avec du DPMR. Non, l'idée, pour moi en tout cas dans les modes numériques, de ce que je vois de ma petite analyse de petit radioamateur qui n'a pas non plus 20 ans de hobby non plus, c'est que les modes numériques se sont étalés dans tous les sens et on n'aura jamais une communauté qui sera unie autour d'un mode parce que ce n'est pas l'intérêt, je pense. Pour moi, le numérique, ça reste plus de l'expérimentation que vraiment de la communication. Si on fait de la com, on va tous en FM, on va utiliser le relais. On a tous des relais analogues. Le MMDVM, qui supporte tous les modes numériques, peut également supporter l'analogue. Comment est-ce que vous pouvez vous lancer? Si vous avez envie, ne serait-ce que se connecter à un relais, ou au moins écouter ce qu'on fait, tester, parce que vous pouvez le faire avec du matériel très simple. Vous prenez un stick SDR, vous prenez SDR Sharp avec un plugin adapté, ou SDR++ une fois que le plugin Tetra sera 100% fonctionnel. Et vous pouvez déjà écouter, comprendre comment fonctionne le protocole, les principes de talk group, d'appel individuel, color code, etc. etc. Donc là, le plugin est assez complet, il y a pas mal de tutoriels qui expliquent comment s'en servir. Et avec ça, vous pouvez déjà écouter le peu de communication radio-amateur que nous avons ici en Belgique. Sachant qu'ici, on n'est pas loin de la frontière allemande, il y a un relais à Aix-la-Chapelle aussi. Il n'y en a pas un à Aix? Maintenant, il y en a un qui est en train de préparation à Aix-la-Chapelle. Kevin m'a dit qu'ils étaient en train d'en monter un. Ah, ça c'est intéressant. Donc, Est-ce qu'on va pas parler de ça aussi pour le BIRS? Tetra? Ouais. Jamais. Jamais. Le BIRS, ça doit être... on va en parler après. On garde cette discussion-là parce que ça, c'est quelque chose d'important. Pour moi, le BIRS, ça doit rester, quand on fait des communications BIRS, ça doit être le plus simple possible, analogue, FM. Mais on va en parler après, justement, parce que c'est ce qu'on est en train de faire dans Brabant Wallon. On remet un peu ça en musique. Si vous voulez utiliser des relais, vous connectez à une station de base. Si vous voulez acheter du matériel, sachez que vous pouvez avoir des trucs qui commencent à peu près 200 € niveau terminaux, mais faites gaffe à ce que vous achetez. Encore une fois, évitez les terminaux TEA2 que vous voyez sur eBay pour les raisons évidentes que ce sont des terminaux volés à 100%. Oubliez. Évitez tout ce qui est EADS, Airbus. Donc c'est souvent les radios que vous voyez pour les services de secours. C'était aussi des anciennes radios police. Ça, pas celle-ci. Hein. Celle-ci, c'est des radios tout à fait clear que j'ai acquises moi-même en occasion. Ne les utilisez pas. Elles ne supportent même pas de sortir d'un Hertz en dehors de 430 mégas. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a une table de calibration dessus.
Et dès que vous sortez de ça, et à mon avis, mettre tous les gains à 0 ou à 255, et donc c'est plus du Pi4 DQPSK, ça ne sert à rien. Donc la seule manière que j'ai trouvé de les faire fonctionner, c'est de les mettre à 430.00 et d'activer un offset interne de 12.5 kHz. 430,0125. Vous comprenez pourquoi j'ai choisi cette fréquence, c'est pour pouvoir les utiliser. C'est la seule manière de les faire marcher en DMO. Elles ne marcheront jamais en TMO radioamateur. Donc n'achetez pas ça, ça ne sert à rien. Non. Non, la modulation, en fait, le problème est toujours lié à la modulation en elle-même. Le DMR, c'est du 4FSK. Donc vous prenez un modulateur FM, on met 4 niveaux de tension, c'est bon. Ouais? La modulation, est-ce qu'il n'y a pas aussi le problème qu'il faut avoir une licence pour produire du matériel tétra? Absolument pas. Tout le monde peut implémenter du tétra, c'est un standard ETSI. Donc il y a toute la norme, vous pouvez l'implémenter, et on est en train de le faire, je vais y arriver. Il ne faut pas de licence. Tac, 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 tac. Donc pas EADS, pas les terminaux TEA2. Par contre, Motorola reste un excellent candidat. C'est des radios qui sont généralement bien foutues, propres, faciles à utiliser. La programmation est la moins compliquée de toutes, je n'ai pas dit la plus facile. Il y a des normes de base, il y a des plugins, des code plugs standards maintenant qu'on a fait qui permettent vraiment de se mettre dedans sans devoir chipoter dans les options. Parce qu'il y a 500 manières de ne pas faire fonctionner la radio, il n'y en a qu'une ou deux de la faire fonctionner correctement. Mais nous avons préparé des code plugs standards. C'est pas si simple que ça. Quoi? Ben, c'est le moins difficile, c'est ce que j'ai dit. Par contre, une fois que ça fonctionne, je pense qu'on est, là, on peut vraiment commencer à profiter vraiment des avantages de cette techno. Donc, Selex est un fabricant italien qui était Finmeccanica et puis après qui a changé plusieurs fois. Fait 2-3 modèles qui marchent mais qu'il faut modifier. Honnêtement, pas les meilleurs, mais Sepura, Itera et Motorola font des radios qui sont tout à fait compatibles avec le range amateur, qui ne doivent pas être modifiées. Mais encore une fois, le problème est toujours le soft de programmation, qui est parfois un peu compliqué à prendre en main. Donc là-dessus, il y a 2-3 groupes de radioamateurs qui le font. On met des code plugs en ligne qui peuvent être directement utilisés tels quels. L'avantage aussi, c'est qu'on ne doit pas dire « je veux me connecter à tel relais ou à tel relais ». Non, on scanne de 430 à 440 pour tous les réseaux radioamateurs et la radio se connecte automatiquement. Donc il ne doit pas aller mettre un fréquence d'entrée, fréquence de sortie, CTSS, non, rien du tout. Vous laissez la radio scanner entre les deux bornes de la fréquence, vous lui dites le réseau radioamateur a cet identifiant-là et la radio se connecte automatiquement. Donc on peut faire un code plug pour tout le monde. Ça change vraiment la donne là-dessus. On ne doit pas avoir un code plug régionalisé comme on avait en DMR. Alors, comme je vous disais, l'idée n'est pas de remplacer une norme ou une autre. Moi, je trouve que ça vaut la peine, si vous aimez la bidouille, si vous avez envie de chipoter, d'essayer un truc un peu différent. Donc, il y a pas mal de place pour des modifications hardware, software, des interconnexions. Et puis, ça, c'est la dernière chose que je n'ai pas dite, mais nous sommes en train de travailler sur une station de base Tetra SDR, 100% open source, que vous pourriez avoir un peu comme un hotspot chez vous. Donc ici, c'est un petit Raspberry Pi avec un petit SDR qui fait émission-réception. Encore une fois, le soft est toujours en cours de travail. Hein. Ça fait quelques années qu'on est dessus. C'est très, 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 très complexe parce que du coup, on doit se farcir toute la norme ETSI pour comprendre comment fonctionnent les différentes couches de communication. Mais encore une fois, il n'y a pas de royalties là-dessus, donc on peut l'implémenter comme on veut. Voilà. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Bastien a déjà aussi fait quelques expériences ici. Ici, de l'autre côté de la frontière, en Allemagne, il y a une communauté qui est très, très, très active. Du côté de Cologne et Aix-la-Chapelle. Bruxelles, on est quelques utilisateurs également. Voilà, c'est tout pour moi. Donc si vous avez d'autres questions, alors on doit reprendre le sujet du BIRS après. Ah merde. Merci à vous pour votre attention et je suis à l'écoute.